Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, a rendu hommage à Michel Rocard, décédé samedi. Il y avait chez l'ancien Premier ministre quelque chose d'infiniment plus audacieux que dans une partie de la gauche française. Rocard, d'abord, c'est une partie de l'histoire de la gauche, c'est-à-dire que sans Michel Rocard, il n'y aurait probablement pas eu la victoire de 80. C'est parce qu'il a su apporter ce qu'il représentait, c'est-à-dire le PSU, la gauche qui était plus liée au mouvement de mai 68, qui était la gauche anticoloniale, et parce qu'il a su faire les assises du socialisme, et donc il a su se rassembler aussi avec François Mitterrand, qui a eu la victoire de 80. Et j'observe avec à la fois un peu d'amusement que en 88, quand Michel Rocard a lancé la CSG, il y a eu un débat à gauche qui était très violent, où Michel Rocard était accusé de changer le financement de la sécurité sociale, qui était auparavant assise que sur les salaires, en l'élargissant à tous les revenus, et donc de liquider la sécurité sociale. Ce débat, il opposait quasiment dans les mêmes termes, les mêmes que le débat qui est actuellement autour de la réforme du Code du travail. Mais c'est vrai qu'il y avait chez Rocard quelque chose de girondin, d'infiniment plus audacieux que dans une partie de la gauche française. Et quand je dis le débat, c'était le même que sur le Code du travail, ce qui est amusant, c'est quand on regarde aujourd'hui le bilan sur la CSG, on s'aperçoit que la CSG non seulement n'a pas détruit le système de protection sociale, mais l'a probablement sauvé. Donc je dis juste ça à la veille du vote de la loi travail, pour que ceux qui sont très durement, très principiellement opposés regardent un peu dans le rétroviseur et se disent, est-ce qu'on a eu raison quand on était contre la CSG? Est-ce qu'on a toujours raison quand on est contre la réforme du Code? L'université d'été du PS n'aura pas lieu à Nantes. Jean-Christophe Cambadélis annonce son report en raison de risques de violence sociale. Est-ce que dès le début, c'était pas un mauvais choix à Nantes? Parce que les zadistes ne se sont pas réveillés ces dernières semaines. La CGT à Saint-Nazaire ne s'est pas non plus réveillée ces dernières semaines. Donc, est-ce que dès le départ, c'est pas un mauvais choix? C'était un choix qui avait laissé un peu perplexe, je reconnais, mais moi je suis pas aujourd'hui dans les instances du Parti Socialiste. J'y ai été très longtemps. Là, actuellement, j'ai d'autres responsabilités. Effectivement, le choix de Nantes nous avait paru un peu bizarre, et je trouve que c'est une décision raisonnable qu'a pris Jean-Christophe Cambadélis, et de reporter l'université d'été de la Belle Alliance Populaire et de la tenir dans une autre ville. Ce n'est pas une illustration supplémentaire de la rupture entre l'électorat populaire, l'électorat de la gauche et la gauche du gouvernement? Comment dire? J'ai du mal à croire que l'électorat populaire qui a porté la gauche au pouvoir se reconnaisse dans les mouvements zadistes à Nantes. Laurence Rossignol, la France pourrait interdire la fessée. Dans la nuit de vendredi à samedi, sur la loi égalité citoyenneté, un amendement est passé pour interdire toute violence corporelle. Pardonnez-moi de vous reprendre sur la manière dont vous le présentez, mais la loi ne dit nullement que la France va interdire la fessée. C'est ce qui ressort des commentaires. Oui, c'est la manière dont systématiquement, c'est l'angle qui est toujours pris pour évoquer ce sujet. Ce que dit cet amendement, c'est que l'autorité parentale doit s'exercer dans le meilleur intérêt de l'enfant et elle doit exclure le recours aux humiliations, aux violences corporelles. Le but n'est pas d'interdire, le but n'est pas de punir, le but est de dire quel est le point de vue global d'une société à un moment donné de son évolution sur un sujet qui paraît tout à fait archaïque et ancré, qui est le recours aux punitions corporelles. Ce que nous savons, ce que les experts savent, les punitions corporelles ne servent à rien dans l'éducation des enfants. Mon rôle comme ministre chargé de la protection de l'enfance, c'est la promotion, ce que nous faisons avec cet amendement, d'une éducation sans violence, et d'un outil supplémentaire pour lutter contre la maltraitance. Vous étiez aux côtés de François Hollande pour recevoir des représentants de l'inter-LGBT vendredi. Le président a promis la suppression d'une circulaire qui inflige des peines de prison et de grosses amendes à des médecins qui suivent les PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, réalisée à l'étranger pour les femmes célibataires ou homosexuelles. Est-ce que c'est pas une forme d'encouragement à la PMA sans père, alors que c'est interdit en France, la suppression de cette circulaire? Il y a quand même un sacré paradoxe là-dedans.
Mais en France, il n'y a pas d'interdiction à la PMA, que vous reprenez l'expression de la manif pour tous, la PMA sans père, il n'y a que la manif pour tous qui prend Je raccourcis pour que les gens comprennent. Mais c'est le vocabulaire de la manif pour tous et des conservateurs. En France, aujourd'hui, la GPA, la gestation pour autrui, est interdite. Pour tout le monde, hétérosexuel et homosexuel. Et vous êtes la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire le recours à une insémination artificielle, est ouvert aux couples hétérosexuels. Et nous sommes favorables à ce qu'elle soit aussi ouverte aux couples homosexuels, aux couples de lesbiennes, aux couples de femmes qui peuvent se marier, qui peuvent construire une famille. Et moi, je souhaite, à titre personnel, mais comme de nombreux membres du gouvernement et comme une grande majorité de la gauche, que cette interdiction qui pèse sur les couples de jeunes femmes qui veulent un bébé soit levée pour qu'elles puissent accéder aux mêmes techniques que les couples hétérosexuels. Mardi, pour Hervé Mariton, député de la Drôme et candidat à la primaire de la droite et du centre, qui n'a pas voté le projet commun présenté en Conseil national des Républicains, la France mérite mieux que des demi-mesures. En tout cas, pour ce qui me concerne, quand je suis contre, et je suis contre ce projet qui me paraît insuffisant sur des questions stratégiques, pas insuffisant sur le détail, insuffisant sur des enjeux stratégiques, je vote contre, parce que les demi-mesures, qu'elles soient de gauche ou de droite, ne suffisent pas. Sur les primaires, donc vous avez dit assez haut et assez fort que le projet des Républicains était insuffisant. J'ai eu le courage d'aller le dire directement moi-même à la tribune. Vous l'avez dit. Alors, ce matin, ici, on allait un peu plus loin. En quoi il est insuffisant? Est-ce que, par exemple, les 100 milliards d'économies sur 5 ans, ça vous paraît réaliste, crédible? Et qu'est-ce qui manque dans ce projet? Mais il manque, par exemple, sur les 100 milliards d'économies, il manque une intelligence du rythme. Quand Nicolas Sarkozy dit qu'il faut d'abord baisser les impôts et ensuite uniquement baisser les dépenses, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a là une forme de cavalerie qui est tout à fait périlleuse pour notre pays. Les deux doivent se faire du même rythme. C'est tout à fait simple. Vous demandez à Nicolas Sarkozy de se déclarer le plus tôt possible maintenant. Vous avez le sentiment qu'il fait campagne déjà avec l'argent du parti? Vous avez saisi la haute autorité. La haute autorité a répondu que Nicolas Sarkozy était candidat de fait. J'ai entendu, puisque je suis resté, c'est une question de politesse, à son discours samedi à la Mutualité, le discours de quelqu'un qui disait « dans quelques semaines, je ne serai plus votre président ». Honnêtement, il faut être très sourd pour ne pas entendre qu'il est candidat. Hervé Mariton, loi travail revient à l'Assemblée nationale aujourd'hui sur fond de nouvelles manifestations. Manuel Valls semble annoncer un 49-3. Est-ce que le Premier ministre a raison d'être ferme selon vous? Vous le soutenez? En tout cas, je ne soutiens pas ce projet de loi parce qu'il n'y a rien de conséquent dedans. Dès le départ, le gouvernement était étouffé par les contradictions. Il voulait à la fois assouplir les 35 heures, c'est le moins qu'on doive, et en même temps maintenir le totem. Ensuite, il a construit au fil du débat des contradictions entre d'abord l'entreprise plutôt que la branche, et puis ensuite, malgré tout, la préservation de la force de la logique des branches. Donc on ne sait plus très bien si les choses se règlent dans l'entreprise ou pas dans l'entreprise. Donc un 49-3 probable, peut-être même dès cet après-midi. Que doit faire l'opposition? Est-ce qu'elle doit être dans une posture, je dirais, classique, c'est-à-dire si 49-3, dépôt de motion de censure, vous êtes favorable? Je voterai. J'ai signé hier le dépôt de la motion de censure, s'il est requis. J'y suis favorable, mais c'est pas une posture. C'est tout simplement une question de sincérité et de cohérence. Ce texte est mauvais, donc je ne le souhaite pas. Et deux, ce gouvernement est mauvais. Je crois que les Français, hélas, jour après jour le constatent. Et donc, je le censure. Un mot de la Corse. Hier, Manuel Valls était en Corse. Il a estimé qu'une voie juridique existait pour prolonger le régime dérogatoire qui réduit l'impôt sur les successions en Corse. C'est-à-dire, on fait en sorte que rien ne change. Et ce, malgré la contrainte constitutionnelle du principe d'égalité entre les Français. Alors, un président de droite, quel qu'il soit, doit-il, selon vous, remettre en cause ce régime dérogatoire propre à la Corse sur l'impôt sur les successions? Je suis globalement favorable à la baisse des impôts. En même temps, je ne pense pas qu'il faille sur ce terrain un régime corse différent au point où il est du régime français actuel, parce qu'en réalité, le régime corse, je suis le porte-parole des Républicains à la Commission des Finances, je connais un peu le sujet. Le régime corse, c'est pas simplement que l'impôt est moins élevé, ça, à la limite, ça peut s'entendre, mais c'est surtout que ce tarif, en quelque sorte, s'appuie sur le refus de connaître les choses, beaucoup d'indivisions qui ne sont pas réglées, beaucoup de contextes juridiques qui sont
extrêmement confus et ça contribue au désordre encore ce même. Hier sur ce plateau, Laurence Rossignol, la ministre des Familles, a dit pas de discrimination entre les couples de lesbiens et les couples homosexuels sur la PMA. Ça n'engage que la ministre des Familles pour l'instant, mais qu'en pensez-vous? Vous qui êtes un fervent partisan de la manif pour tous. Écoutez, le fait que le couple constitué d'un homme et d'une femme et que le couple constitué de deux femmes, deux couples que je respecte, ne soient pas dans la même situation s'agissant de la procréation, ne me paraît pas relever de la discrimination. Ça relève de faits de la nature. Et donc, Madame Rossignol utilise un mot puissant, discrimination, pour une réalité qui ne le justifie pas. Grand 1. Grand 2, le propos de Madame Rossignol est extrêmement grave. Madame Rossignol appelle à ce que la loi de la République ne soit pas respectée. Quand la loi de la République est bafouée par des médecins, quand elle est bafouée par un ministre de la République qui appelle à ce que largement elle ne soit pas respectée, il y a tout de même du souci à se faire. Elle n'a pas appelé à ce que ce ne soit pas respecté, Laurence Rossignol, hier sur notre plateau. Non, elle n'a pas dit ça. Ah bah écoutez, analyser son propos, ça veut dire cela. Mercredi, le président du MoDem, François Bayrou, ironise sur notre plateau. Si la droite a refusé de voter une motion de censure, c'est pour mieux regarder la demi-finale France-Allemagne. Vous savez pourquoi la droite ne dépose pas? Elle ne dépose pas parce que les députés n'auraient pas été là. Voilà, il n'y a pas assez de votants à cause du match de foot. On dit, les députés... Alors vous vous rendez compte, on a un Parlement avec 577 membres et l'opposition, le plus importante, dit non, mais ils ne seront pas là. Enfin, tout ça. Sont dans la pourquoi vous n'avez pas dit pourquoi ils ne seraient pas là? Parce que, paraît-il, il y a l'euro, que c'est les vacances, ou que c'est le mois de juillet. Que... il y a la demi-finale de l'euro, France-Allemagne. Oui, mais la demi-finale, on peut la regarder à l'Assemblée nationale. Je vous assure qu'il y a la télévision. À la buvette. Je vous assure qu'il y a la télévision à l'Assemblée nationale et même dans chacun des bureaux. Disons une chose qui est très importante. Ceci prouve une fois de plus quel est l'épuisement des institutions qu'on nous présente comme ne devant pas changer, auxquelles personne ne touche et qui sont mais vraiment un théâtre d'ombre. Il y a 50% des Français qui ne sont pas représentés au Parlement. 50%. Si vous ajoutez extrême droite, extrême gauche et centre et une partie des écologistes, plus de 50% des Français ne sont pas représentés là où le peuple français devrait faire entendre sa voix. Si on suit vos propos, si on ajoute à ça la non-candidature de Nicolas Hulot, la relative embellie dans les sondages, il faut être prudent, de Nicolas Sarkozy, on pourrait se dire ce matin, tout ça c'est plutôt des bonnes nouvelles pour François Bayrou, non? Dans votre démarche, dans votre réflexion en tout cas, pour la suite. Ce sont des éléments qui vont dans le sens de ce que depuis longtemps je défends devant les Français. Il demeure que pour l'élection présidentielle, ma ligne est claire, fixée et affirmée. Si Alain Juppé remporte la désignation de cette primaire, sur laquelle j'ai beaucoup de choses à dire, comme vous savez, et avec laquelle je ne suis pas tout à fait en accord, si Alain Juppé remporte la désignation, je le soutiendrai. En revanche, si Alain Juppé n'était pas choisi, alors évidemment, je ferai ce qu'il faut faire. On sait que vous êtes proche d'Alain Juppé, même personnellement, que vous l'appréciez à titre personnel. Quels conseils vous pourriez lui donner, à la fois d'amis, mais aussi d'experts de campagne électorale, pour rebooster sa campagne, pour qu'il fasse la différence, notamment avec Nicolas Sarkozy? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. J'ai toujours appliqué dans ma vie une règle simple. Quand j'ai un conseil à donner à quelqu'un que j'aime bien, je le donne en privé et pas à la télévision. Parce que quand on vient à la télévision pour donner des conseils, c'est généralement qu'on a l'idée de ne pas rendre service à celui que vous en demande ou pas, conseille. Oui, bien sûr. Est-ce que vous comprenez la décision de Nicolas Hulot? Et est-ce que ce type de profil peut exister dans une élection présidentielle? Je vais vous dire, mes amis savent que j'ai jamais cru que Nicolas Hulot pourrait se présenter à cette élection. La politique au niveau présidentiel, la politique dans la fonction de président de la République, elle exige d'avoir des gens, j'espère, qui renouvellent le système, qui ont une pensée neuve, mais qui aient suffisamment d'expérience et de maturité et de capacité de rassemblement. Quand on vous entend, malgré le fait que vous venez de dire que vous seriez derrière Alain Juppé, on sent que ça vous démange quand même d'incarner à nouveau quelque chose. Bon, je vais vous répondre simplement. C'est d'ailleurs intéressant qu'on puisse montrer dans la période où nous sommes que quelqu'un qui a un socle de voix et d'opinion positive est capable de dire « je suis prêt à soutenir quelqu'un d'autre ». Je trouve que ça apporte quelque chose. Enfin, je trouve,
peut-être je me trompe, mais à la question est-ce que vous redoutez cette élection, la réponse est non. Est-ce que vous aimez cette élection, la réponse est oui. François Bayrou, je m'adresse à l'Européen. Est-ce que le Brexit peut influencer votre décision personnelle pour porter encore ces valeurs de l'Europe éventuellement dans une bataille présidentielle? Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Tous les leaders qui ont voté pour la sortie de la Grande-Bretagne démissionnent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas affronter les difficultés. Ils ont créé une situation qui est une situation dommageable pour la Grande-Bretagne et ils s'échappent parce qu'ils ne veulent pas en assumer la responsabilité. Ça devrait suffire à dire ce que sont les conséquences d'un choix qui fait bon marché de l'avenir des jeunes, dont je rappelle qu'ils ont voté pour le maintien à 75%. Un pays qui vote contre ces jeunes a dû, me semble-t-il, des questions devant lui. Jeudi, jour de la demi-finale de l'Euro France-Allemagne, pour Éric Woerth, secrétaire général des Républicains, c'est l'occasion de dresser le bilan footballistique et politique de François Hollande. Au fond, le président n'est pas rentré dans les costumes de président. Ouais, depuis il n'est pas rentré dans les costumes de footballeur non plus. J'ai joué au football avec lui. Contre le Variété, il y avait une équipe de l'Assemblée. Un bon joueur, qu'il soit président. Non, enfin pas meilleur que moi en tout cas, donc plutôt médiocre, mais plutôt sympathique. Et donc on a fait un jour un match contre un Variété pour une association. Donc il doit s'intéresser au football. Non, mais moi non plus d'ailleurs. Dans un sondage ce matin, François Hollande remonte à 12%. Dans le sondage IFOP fiducial de ce début de semaine, c'était à peu près la même chose. Ça vous inspire quoi ? Il faut changer beaucoup de choses en France, que le travail de transformation n'est pas fait, que les Français sont en colère. Enfin, on voit bien qu'on ne peut pas reconstruire un élan, même avec une victoire éventuelle de l'équipe de France, qui n'est pas impossible, la victoire de l'équipe de France. Parce que si on bat l'Allemagne, alors avec des si, on fait beaucoup de choses. Mais enfin, l'Allemagne, au fond, c'est quasiment une finale avant l'heure. Vous êtes revenu au football, là. Ouais. Vous avez quitté la politique. Hein. C'est plus sympa. Alors, au fond, c'est assez sympa aujourd'hui. La motion de censure n'a pas été déposée ni par la gauche ni par la droite, on va y revenir. Mais Manuel Valls, hier, devant l'Assemblée nationale, assure n'avoir qu'une majorité relative pour gouverner. Et peut-il encore gouverner ? Majorité relative, c'est une minorité absolue. Qu'il y a pas et ça veut dire qu'il n'a pas de majorité pour faire adopter ces textes. Sinon, d'ailleurs, il serait passé par le Parlement et il a contourné le Parlement, enfin en tout cas l'Assemblée nationale au travers du 49.3, pas le Sénat, parce que ça c'est pas possible, mais il l'a fait. Et donc il a créé un sentiment de frustration chez les députés qui est très très important, de lassitude aussi. Pourquoi on dépose pas une motion de censure ? Parce que on n'a pas bien compris. Hein. Parce qu'il y a un moment donné, il faut savoir où mettre son énergie. Ouais. On serait en train de voter une motion de censure à 16h aujourd'hui. François Bayrou dit que... Hier sur notre plateau, François Bayrou a été sévère. Hein. Oui, il a dit que c'est à cause de l'euro. Enfin, écoutez, François Bayrou, je veux dire, il n'est pas vraiment dans la politique nationale aujourd'hui. Ah bon ? Il pourrait y arriver vite. Hein. Oui, mais enfin, François Bayrou, il est un spécialiste de l'élection présidentielle, donc il pointe son nez chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Et c'était surtout un très grand soutien de M. Hollande. C'est ce que je remarque, il essayait de le faire oublier, mais enfin, moi, j'ai pas tout à fait oublié. Donc, on n'a pas déposé de 49.3, d'abord parce que c'était deuxième lecture, ça avait son sens dans une première lecture, puis à un moment donné, vous dites on passe à autre chose. Le travail qui a été fait au Sénat était un bon travail. Il était fondé sur les propositions des Républicains, sur les débats que nous avons eus évidemment au sein des Républicains. Et le travail du Sénat était un bon travail. Ça peut commencer à ressembler à un texte qui pourrait être un texte proposé au Sénat d'ailleurs dès le mois de juillet 2017. Dès le mois de juillet 2017. Oui, dès le mois de juillet 2017, il faut vraiment réformer le marché du travail. Éric Woerth, le gouvernement a levé un coin du voile sur le projet de loi de finances 2017, terminer le plan d'économie promis par François Hollande de 50 milliards d'euros. Ça vous inspire quoi ? C'était couru d'avance, on l'avait indiqué, il y a beaucoup de cadeaux électoraux qui sont faits. Aujourd'hui, tout est fait sur le plan électoral. Et puis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dépense beaucoup d'argent, on a fait le compte, c'est 7 à 8 milliards en année pleine. Donc s'il y a alternance, on va revenir avec des cadavres dans le placard un peu partout, et des cadavres financiers dans le placard, ce qui sont considérables, ce sera difficile à gérer. On en vient aux primaires qui vont vous concerner en tout premier chef. Vous êtes secrétaire général des Républicains. La presse souligne la remontée dans les sondages de Nicolas Sarkozy. Et quand on regarde la configuration, le report des voix
au deuxième tour, hypothétique, on s'aperçoit que les sympathisants, les militants, qui ont voté pour Bruno Le Maire, François Fillon, Jean-François Copé, en tout cas ceux qui resteront, ne se reporteront pas assez facilement sur Nicolas Sarkozy. Donc, vous avez un problème de deuxième tour, vous qui soutenez Nicolas Sarkozy. Vous en avez conscience ? Ce que je disais, c'était que le jeu était très ouvert, montre que le jeu est effectivement très ouvert. Le deuxième tour, c'est une affaire de dynamique. Donc le deuxième tour, aujourd'hui, on ne peut rien sonder sur un deuxième tour, ni pour l'élection présidentielle, ni sur la primaire, car le premier tour masque une sorte de paravent total. Et évidemment, la primaire, elle doit bien se passer. Celui qui agressera les autres, qui perdra son sang-froid, sera, et ce sera normal, je pense, très sanctionné par la population. On ne souhaite pas cela. Il faut que ce soit... Aussi. Je ne suis pas un conseil pour Nicolas Sarkozy, il n'est pas particulièrement agressif, Nicolas Sarkozy. Il n'a jamais perdu. Il est sur le fond. Non, il ne perd pas son sang-froid. De temps en temps, il explique un peu vigoureusement. Hommage au pluriel aujourd'hui à Michel Rocard. Qu'est-ce qui vous a apporté, vous, sur le plan politique, Michel Rocard ? J'en sais rien. Je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment un homme qui mettait ses convictions d'abord. Je pense que c'était beaucoup dit, donc il avait des convictions, une réflexion. Je pense qu'il a montré que le fond en politique, c'était très important. Alors ça a montré aussi que la tactique l'emportait sur le fond, puisque Mitterrand a toujours réussi. Au fond, c'est la gauche qui a tué Rocard. Je vois bien que la gauche, dans son ensemble, fait un hommage magnifique, mais enfin, c'est quand même la gauche qui a tué Rocard pour une bonne partie, c'est pas la droite. Vendredi, le sénateur maire d'Alfortville, Luc Carvounas, proche de Manuel Valls, réagit à l'annonce de la candidature de Cécile Duflot à l'élection présidentielle sans passer par les primaires. Il lui conseille d'y participer. Moi, je propose à Cécile Duflot de venir dans nos primaires. Moi, je dis à Cécile de porter un projet puisqu'elle veut être présidente de la République. Elle veut être présidente de la République si elle est candidate. Donc je lui propose de venir dans nos primaires, de venir dans nos primaires et de voir projet contre projet ce que nos compatriotes choisissent. Si c'est pas le cas, elle se présentera de ce que vous me dites en dehors de ce que nous organisons, et je pense qu'elle aura à cœur peut-être, c'est Rousseau qui disait que l'histoire est un éternel recommencement et cyclique. Si elle a envie d'être Dominique Voynet demain, Cécile Duflot, ça lui appartient. Elle pourrait être responsable éventuellement du fait que la gauche ne soit pas présente au deuxième tour. Pas que elle. Si nous avons une démultiplication de candidatures de gauche, nous allons avoir de grandes difficultés, non pas à gagner la présidentielle, mais grande difficulté dans le tripartisme. Parce que nous sommes dans le tripartisme. C'est fini le logiciel du XXe siècle. Nous aurons des difficultés à passer au deuxième et aller tour. dans la primaire. Mais moi, je le dis à Cécile Duflot et à tous ses amis, au nouveau secrétaire d'Europe Écologie Les Verts, reprenons langue et chemin commun. Ce que nous avons fait en 2011 avec le pacte de gouvernement et en 2012 en battant Nicolas Sarkozy. Lucas Vounaf, c'est mal parti. La presse faisait l'écho ces derniers jours d'un dîner secret qui réunissait J'adore les dîners secrets. Christiane Taubira, Cécile Duflot, justement, justement et Benoît Hamon. Non, mais je termine. Et Benoît Hamon. Lequel de ces potentiels candidats vous fait ou vous faisait le plus peur ? Bon, alors aucun d'entre eux. Les dîners secrets, j'adore parce qu'ils ont tous les dîners secrets atterrissent toujours dans la presse, donc j'adore quand c'est un secret organisé pour que ce soit évidemment un fil rouge. Écoutez, franchement, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnalités que vous avez citées. Mais à un moment donné, fermons les yeux et vous mettez derrière chaque nom président de la République. Et là, ou président de la République. Et là, donc il faut être un petit peu. C'est pas la question. Mais tout le monde ne peut pas être président de la République. Je sais que Didier Geoffroy en rêve, mais il faut un peu de maturité politique pour être président de la République. Il y en a un autre qui sans doute y pense, c'est Emmanuel Macron. Il organise son premier meeting mardi à la Maison de la Mutualité. Qu'est-ce que vous en pensez d'Emmanuel Macron ? J'ai entendu qu'il a eu comme mentor il y a quelque temps Jacques Attali. Évidemment, ils sont plus très amis. Maintenant, il se dit rocardien, mais Michel Rocard, même s'il exprimait la deuxième gauche, était un socialiste très attaché à la question du socialisme, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, qui se dit ni de droite ni de gauche. Moi, je ne sais pas où est la ligne politique d'Emmanuel Macron. Si, je vois bien qu'il a envie de faire un grand mouvement. Il y a la mutualité mardi prochain. Très bien. Si tout ça est fait pour la réélection de François Hollande, j'ai pas de problème. Si c'est fait pour continuer à fracturer la gauche et démultiplier des candidatures pour 2017, là, ça me pose sujet. Des drapeaux français dans toutes les rues, la Marseillaise chantée, je vais vous demander si vous l'avez chantée d'ailleurs, le patriotisme, la fierté d'être français, qui aurait imaginé ça il y a quelques jours ? Est-ce durable ? Ce que j'apprécie,
c'est finalement voir cette belle équipe de France qui joue collectif et cette équipe de France qui est au visage de la société française. Donc on oublie ça fait du bien. On oublie les manifestations, tout est effacé. Là, on est sur une coupe internationale de premier plan. Il n'est pas question de tout mélanger. Là, c'est le sport et toutes les valeurs, le sport et toutes les valeurs que cela comporte. Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi au gouvernement qui avait besoin d'une autre séquence médiatique depuis quelques semaines. Oui, enfin, si vous croyez qu'il va suffire de gagner la Coupe d'Europe pour que les choses aillent mieux, ça va mieux, ça ira encore mieux avec la Coupe d'Europe de gagner. Mais moi, je suis pas de cette génération qui mélange les choses. Aujourd'hui, vous savez, je l'ai toujours dit. Le peuple français est un peuple très mûr et très politique. Il ne mélange pas les choses. Aujourd'hui, on est tous rassemblés, d'ailleurs ça dépasse les obédiences politiques, derrière notre équipe. Et on a tous envie de quoi ? D'être dimanche soir prochain dans les rues à chanter la Marseillaise. Et François Hollande pourra dire merci les Bleus. Et François Hollande et tous les Français pourront dire merci les Bleus, oui. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour les meilleurs moments des interviews politiques.